Philippe Bilger, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir répondu favorablement à ma sollicitation, car je sais que l'exercice n'est pas facile, n'est peut-être pas souhaité, de vous soumettre ainsi à votre tour à la question. C'est un honneur, c'est aussi une marque de confiance que je mesure de vous interroger. Je me suis même peut-être dit que vous m'aviez dit oui, peut-être pour n'avoir pas su me dire non. Mais cela me semblait une nécessité, voire une évidence, d'avoir le regard de Philippe Bilger sur Philippe Bilger, avec toute la distance, la liberté d'esprit critique qui vous caractérise. Mais au-delà de l'exercice, c'est à l'homme aux multiples facettes irriguées d'humanité auquel je m'adresse. Cet homme si connu, le connaît-on vraiment? Qui êtes-vous, Philippe Bilger? Mon Dieu, je n'ai pas trop de mal à dire non en général, mais j'ai beaucoup aimé votre introduction parce qu'elle a la bienveillance de laisser penser que l'être que je suis est composé de multiples personnages et c'est quelque chose qui ne relève pas de la fatuité, mais je l'admets. Et ces personnages sont parfois contradictoires les uns avec les autres, d'où le bonheur pour moi d'être questionné par vous et de pouvoir répondre à des interrogations dont j'espère qu'elles sauront aller jusqu'à l'extrême de la lucidité et même de la cruauté pour une explication enfin approfondie de ma part. Alors permettez-moi également, Philippe Bilger, de vous avoir du coup découpé en petits morceaux. Et on essaiera de les recoller pour justement entrevoir toute votre richesse et de commencer peut-être par ce qui est le plus facile. C'est Philippe Bilger, magistrat. Philippe Bilger, magistrat, c'est un homme qui pendant 40 ans a donc exercé, pour aller vite, 2 justices de luxe, le droit de la presse et la cour d'assises. C'est aussi un homme qui a toujours détesté le droit et qui a eu la chance de pouvoir l'appréhender par le biais de la littérature, puisque j'ai une licence de lettres classiques, j'ai malheureusement brillamment sur le plan de l'échec manqué normal supplétre, et donc le métier de magistrat pour moi a été quelque chose dont je ne pensais pas que ça me comblerait, et qui pourtant l'a fait profondément. Parce que, croyant avoir choisi ce métier par hasard, je me suis rendu compte qu'il correspondait à des tendances profondes de mon caractère, notamment un besoin maladif de faire coexister l'ordre et le désordre, le trouble et sa solution, la paix et la guerre. Et donc le métier de magistrat, dont je pense tout de même, comme sinon, parlant du commissaire Maigret, qu'il est fait pour accommoder les destinées humaines, m'a convenu, j'ai essayé de l'exercer le moins mal possible. Alors, Guerre et paix, c'est pas vous qui l'avez écrit, Ordre et désordre, c'est vous. Mais au-delà de cette présentation que vous venez de nous faire, ce que l'on voit de Philippe Bilger, c'est que finalement, vous n'étiez pas obligatoirement destiné à la carrière de magistrat, mais plutôt aux humanités. Et est-ce que cela explique la raison pour laquelle, finalement, c'est le pénal, et uniquement quasiment le pénal qui vous a intéressé, un peu comme si on pouvait transposer cette matière à la tragédie, c'est-à-dire cet endroit où se joue évidemment toute l'humanité, des drames, et d'ailleurs, vous avez excellé dans les cours d'assises, qui est un lieu de luxe, un lieu de temps, où vous vous êtes attaché à la psychologie des accusés. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur cette attirance pour le pénal? Parce que votre analyse est très juste, au fond. D'abord, bien sûr, je n'ai jamais accepté le discrédit de la matière pénale, notamment chez certains avocats condescendants. Mais il est vrai que mon inculture juridique et même ma détestation du droit en tant que géométrie intellectuelle ont fait que tout naturellement le pénal est apparu pour moi comme une sorte de palliatif de mon absence de culture et comme le moyen d'exercer
une passion humaine et psychologique dans les domaines que vous avez relevés à l'instant, notamment durant plus de 20 ans aux assises. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai eu le droit, si j'ose dire, dans cet exercice, de libérer une subjectivité qui, passionnée par les autres et par les ressorts de l'âme humaine, ses profondeurs, ses obscurités, eh bien, me permettait de vivre la cour d'assises ou le métier de magistrat, globalement, non pas comme un métier, comme une profession, comme un service, mais comme la continuation d'une vie qui adore l'extrémité et l'intensité dans ses expressions quotidiennes. Alors, on sait que vous êtes très attaché à la psychologie des accusés, à ce qu'on appelle une justice de qualité, et on peut même dire que vous avez excellé durant toutes ces années, puisque vous avez été même qualifié un des meilleurs avocats généraux de France. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être d'un dossier ou d'une affaire qui vous a bouleversé ou qui a été un marqueur justement dans votre approche de votre métier? Je vais favoriser le reproche de vanité en tournant votre question légèrement en dérision. Comment a-t-on osé dire un des meilleurs? Mais le meilleur, évidemment. Je plaisante. Au fond, j'ai connu une multitude d'affaires passionnantes aux assises et je dirais qu'aucune n'est dérisoire. Pardon pour cette banalité. Mais les procès les plus stimulants que j'ai eus, au fond, c'était les procès qu'on ne faisait pas contre un accusé, mais presque avec lui. Je pense à des procès comme celui de François Besse, d'Hélène Castel, où au fond, la cause est entendue dès que les débats sont terminés et où le réquisitoire vient presque comme un propos superfétatoire parce que tout est confirmé et éclairé et qu'au fond, on sait qu'un arrêt de concorde et de consensus va être rendu. Ça, ce sont des procès extraordinaires. Et puis, à l'inverse, quittant largement le champ médiatique de la justice criminelle, il y a ces procès d'une intensité extrême, presque à huis clos souvent, intrafamiliaux, où on découvre, pour reprendre un propos de Mauriac, un nœud de vipère, du soufre, de la violence, de l'émotion, et cela, bien sûr, ou bien je ne m'en souviens pas, ou bien sûr, personne ne pouvait s'y intéresser que moi-même. Permettez-moi de m'éloigner quelques instants de vous pour mieux y revenir. Vous avez une expérience assez unique au pénal, en cour d'assises, qui est, si je crois, pour reprendre votre expression, un peu une justice de luxe, où le temps n'est pas compté. Quel regard vous portez maintenant, en prenant du recul, sur, pendant ces 40 années à peu près, ce qui est devenu cette justice justement pénale est-ce que d'ailleurs vous pensez qu'elle a évolué, qu'elle devrait évoluer, qu'elle s'est améliorée? Franchement, ce qui a toujours garanti ma liberté de penser, c'est le fait que je n'ai jamais prétendu délivrer une vérité scientifique, même sur la réalité judiciaire. J'ai tenu plus que tout, à chaque fois que je m'exprimais, à fonder ma parole sur ma totale subjectivité, qui espérait parfois être éclairée. Et donc, je ne peux pas faire une sorte d'analyse générale de la réalité judiciaire. J'aurais tendance à dire que dans le domaine criminel qui est le mien, pour correspondre à l'image de réactionnaire que je revendique, eh bien qu'il y a eu une dégradation, je dirais, de ce que j'appellerais l'esthétique de la justice criminelle. Bien sûr, on m'a souvent reproché d'attacher trop d'importance à ce qui pour beaucoup est superfétatoire, c'est-à-dire la tenue, l'allure, mâcher un chewing-gum quand on est magistrat dans une enceinte de gravité absolue, arriver les mains dans les poches, ne se tenir mal, ne pas savoir poser une question. Et donc je crois que cette périphérie qui m'a beaucoup bouleversé parfois a pris une place de plus en plus considérable, pour ne pas parler de la qualité des présidents et de celle des avocats généraux. Donc la cour d'assises, pour moi, était un lieu magique, fraternel
étrange, mais dont j'ai senti peu à peu le délitement, même s'il y a eu des miracles dus, par exemple, à la qualité exceptionnelle de certains présidents et aux plaidoiries miraculeuses de certains avocats qui parfois étaient à la hauteur de l'ambition qu'ils prétendaient avoir. Pensez-vous qu'il faut revoir justement la procédure de cour d'assises et que ce lieu de justice où le temps nous est moins compté qu'ailleurs est un lieu où la justice est rendue? Malheureusement, je considère qu'on l'a revu et qu'on va vers une transformation de la cour d'assises qui me paraît très démagogique. Non pas que je regrette, bien sûr, l'abolition de la peine de mort, mais longtemps, la cour d'assises nous mettait au pied du mur, au pied de la tragédie, et contraignait en quelque sorte tous ces acteurs à donner le maximum d'eux-mêmes. Et l'évolution que vous connaissez évidemment mieux que moi a conduit peu à peu à réduire le nombre de jurés, à diminuer l'importance de l'oralité, à permettre un délibéré, des motivations. Tout cela peut apparaître dans une approche banale de la justice comme quelque chose de positif. Moi, je trouve que ça a enlevé beaucoup du lustre à la cour d'assises, comme si on voulait de plus en plus la rapprocher de ce que j'appellerais une super correctionnelle et rendre le peuple moins acteur dans ce qui pourtant relève au premier chef de lui-même. Alors on a parlé de ce que vous pouvez regretter sur cette évolution de la justice. Et est-ce que vous avez un regard particulier, par contre, sur les acteurs de la justice, c'est-à-dire l'ouverture assez récente du corps de la magistrature à d'autres profils, à d'autres personnalités, par la voie de recrutement? Pensez-vous que c'est quelque chose de positif pour le corps, mais aussi pour la manière dont on va rendre justice? Et que pensez-vous donc de ces nouveaux magistrats qui arrivent? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Alors j'ai toujours trouvé un peu paradoxale la démarche, l'attitude judiciaire et parfois d'un certain syndicalisme qui à la fois se plaignait d'une crise permanente et du fait qu'on manquait de magistrats et que dès qu'on proposait des apports au prétexte qu'ils étaient extérieurs, semblait les refuser. J'entends bien que nous ne pouvons pas accueillir n'importe qui dans la magistrature, mais j'aurais eu tendance à considérer que cet apport, à partir du moment où nous étions rassurés sur sa qualité, évidemment constituait un plus. Alors, je n'ai plus le savoir, ni même la lucidité pour parler de tout ça. Je n'ai jamais été scandalisé par cette richesse extérieure à partir du moment où elle était une richesse. Et puis, prendre une anecdote, j'ai toujours constaté que, par exemple, les avocats qui rentraient dans la magistrature n'étaient plus forcément des avocats qui avaient échoué et qu'au fond, ils devenaient presque plus magistrats que les magistrats dans la pratique judiciaire parce qu'ils avaient tellement peur d'être renvoyés à leur ancienne activité qu'ils faisaient une sorte de surenchère dans la répression et dans la rectitude judiciaire. Vous êtes un homme libre, je crois, et en tout cas, vous utilisez abondamment de cette liberté. Et à ce titre-là, que pensez-vous justement du syndicalisme judiciaire ? Je suis un peu gêné pour répondre à votre question parce que sans aller jusqu'à comprendre absolument ceux qui voudraient supprimer le syndicalisme dans la magistrature, je trouve que un syndicat d'extrême gauche a dévoyé ce que j'appellerais la pratique judiciaire et le regard sur la justice. Je ne suis pas persuadé que l'USM, qui m'apparaît un petit peu comme une grande machine molle, soit de nature à stimuler l'action judiciaire. J'aurais tendance à percevoir le syndicalisme en matière judiciaire comme je le vois ailleurs, c'est-à-dire parfois comme des forces de régression, conservatrices et parfois même de répression. Alors, entendons-nous bien, si demain nous propose un syndicalisme judiciaire obsessionnellement attaché à la réalité de l'intendance judiciaire et au souci de favoriser
une meilleure administration de la justice sans tomber dans l'idéologie, je serais évidemment un malappris si j'osais discuter un tel syndicalisme. Mais ce qui me paraît fondamental, et c'est le partage essentiel pour moi, un syndicat doit servir la justice et non pas s'en servir. Et pourtant, si on interroge les mots, et je sais bien que vous savez les interroger, surtout pour quelqu'un comme vous qui êtes un fin lettré, et qu'on regarde les racines, et je sais que vous aimez les racines, syndicat en grec c'est syndiké. Ça veut dire ensemble pour la justice. Et quand on réfléchit à cette racine, elle est magnifique. C'est même la particule élémentaire de la justice, c'est-à-dire le groupement à un moment donné de quelques-uns qui recherchent la justice. Pensez-vous justement qu'on est très loin de nos racines ? C'est sans doute une perversion chez moi, ce que vous trouvez merveilleux me fait peur. Je n'ai jamais été, même pour la bonne cause, un adepte du pluralisme et d'ensemble. Je sais que j'ai tort probablement, mais j'ai toujours eu la chance de pouvoir prétendre exercer mes activités de luxe de manière très solitaire, au point même que j'ai dû probablement éviter d'avoir certaines affaires parce que je ne voulais pas réunir un symposium à chaque fois que je posais une question aux assises et que donc j'étais rétif à me trouver aux côtés de quelqu'un d'autre. Pour moi, la justice, et j'ai pu me le permettre, c'est fondamentalement du singulier qui vient parfois s'enrichir par un pluriel qu'elle décide d'investir dans le singulier, mais c'est quelque chose de solitaire. J'ai du mal avec le pluriel, j'ai du mal avec ensemble, même si bien sûr il y a des techniques judiciaires qui l'imposent. Mais je ne suis pas, peut-être à cause de ça, aussi fanatique du syndicalisme que vous l'auriez souhaité. Non, non, pas du tout. Vous êtes également quelqu'un qui pense la justice, qui a cette distance sur votre activité. Vous écrivez beaucoup autour de tous les sujets, même qui sont parfois très médiatiques. N'avez-vous jamais eu, un peu comme la tentation de Venise, la tentation de devenir à un moment, j'allais dire, acteur de ce changement, voire garde des Sceaux ? Lorsque j'étais plus jeune, je rêvais de faire de la politique et à l'époque, il était hors de question que je puisse en faire. Et puis, au fil du temps, j'ai compris qu'au fond, j'aurais peut-être pu tenter de m'engager dans la politique si j'avais eu l'âme militante et surtout si j'avais eu cette qualité fondamentale pour réussir en politique, l'inconditionnalité. Et il est évident que je serais un menteur si je disais que dans un miracle démocratique, avec un pouvoir politique acceptant le pluralisme, la plénitude de la pensée, si on m'avait proposé d'être garde des Sceaux, évidemment j'aurais dit oui avec enthousiasme parce que c'est un poste capital dont je pense tout de même qu'il a été occupé trop souvent par des gens ignorants et qui étaient là tout simplement parce qu'ils participaient au jeu politique. Alors, j'ose dire, mais sans présomption, que j'ai tenté de remplacer une magistrature judiciaire par une sorte de magistrature d'influence, modestement entendue, par des écrits, un blog, des conférences, des entretiens. Et donc, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu au change, même si je vais au bout de ma pensée et de mon immodestie, même si je trouve que le grand intérêt des ministres depuis 2007, j'y mets les présidents qu'on a connus, c'est d'avoir permis à chaque citoyen de penser qu'il aurait pu être aussi bien ministre qu'eux. Alors, merci de m'aider à faire ma transition, parce qu'en effet, souvent on critique la justice en disant la justice, elle fait peur, elle ne communique pas, on ne la comprend pas. Et alors vous êtes juste l'inverse, vous êtes assez atypique, vous êtes un magistrat qui aime au contraire communiquer, vous êtes un blogueur, vous utilisez beaucoup les médias, vous avez même créé un institut de la parole. Votre blog, on reviendra dessus, s'appelle Justice au singulier.
À quel moment avez-vous ressenti le besoin déjà de sortir un peu du champ dans lequel souvent on est assigné pour aller justement communiquer, parler, je sais que vous tweetez même. À quel moment et pourquoi ? Toujours en fait, parce que j'admire profondément Charles Péguy et un jour il a dit, je cite la phrase de mémoire, « Il n'y a pas une profession qu'on ne doive pratiquer en théorisant sur elle ». Et par conséquent, j'ai toujours trouvé, au-delà même du syndicalisme, comme une obligation le fait de pratiquer le métier que j'aime et en même temps de réfléchir sur lui dans une sorte d'aller-retour permanent et de théorisation singulière qui ne prétendait pas donner des leçons mais qui faisait du bien à l'individu Bilger comme une sorte de salubrité intellectuelle. Et j'ai continué tout au long comme magistrat avec une volonté de dilater l'obligation de réserve autant que j'ai pu, et évidemment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, comme tout était à peu près politique, j'ai pu le faire, et par la suite, quand j'ai abandonné la magistrature, eh bien j'ai continué à le faire, et j'ai même été surpris de voir à quel point je ressentais peu de différence entre ma liberté de magistrat et celle que le citoyen avait. Mais j'ai toujours trouvé capital et malheureusement trop peu usité le dialogue avec le citoyen. Parce que, au fond, si nous acceptions, et le syndicalisme que vous représentez le fait évidemment, de dialoguer avec le citoyen, de faire connaître l'institution, de répondre aux critiques ou de les accepter, il est évident que dans ce procès permanent que font des médias souvent ignorants à la justice, la décision ne serait plus la même. Elle serait souvent de relax plus que de condamnation. Ce qui tue la magistrature aujourd'hui, me semble-t-il, c'est qu'elle s'enferme trop volontiers dans une pratique que j'espère exemplaire, mais qui n'est pas suffisamment parfaite ni absolue pour se permettre de refuser le jugement populaire. Et très souvent, trop souvent, j'ai eu l'impression que le magistrat considérait que l'intervention du citoyen était scandaleuse parce que, n'est-ce pas, cet homme ou cette femme se mêlait pourtant de ce qu'il regardait. Je voudrais revenir, parce que je pense que ce n'est pas anodin, sur la manière dont vous avez nommé justement votre institut. L'Institut de la parole, je n'ai pas dit l'Institut de communication, l'Institut de la parole. J'aimerais bien savoir pourquoi, dans le jargon usuel, on dit toujours la parole en général est à l'accusé, et là, la parole est au juge, la parole est à Philippe Bilger. Avez-vous l'impression d'avoir eu une parole confisquée, ou pensez-vous plutôt que la parole est un élément, j'allais dire, fondamental, essentiel, pour mettre des mots sur des mots, MAUX, pour nommer l'innommable que vous avez vu pendant des années dans les cours d'assises, et finalement celui qui maîtrise la parole maîtrise un peu plus la vérité? J'ai toujours eu la passion de la parole, même si c'est sur le tard que j'ai compris de qui je l'avais hérité. Au fond, la parole, il faut bien comprendre que pour quelqu'un qui est nul dans tous les arts sociaux, c'était pour moi l'outil le moins médiocre dont je pouvais disposer. Et coup de chance, la parole est tout de même ce qui permet le mieux ou le moins mal de communiquer avec autrui. Si j'avais été quelqu'un d'urbain, de moins caractériel, si j'avais su être à l'aise dans la vie d'aujourd'hui, si j'avais su avec élégance, allure, tenue, politesse, être accordé à autrui, je crois que j'aurais eu moins de passion de la parole. Mais aujourd'hui, elle m'apparaît de plus en plus, dirais-je, non pas comme de l'éloquence. L'éloquence, je ne l'ai pas enseignée, et vous avez remarqué qu'en effet, j'ai baptisé l'Institut de la parole. L'éloquence est trop souvent pour moi un moyen de dissimuler sa pensée et surtout de poser une cerise sur un gâteau qui malheureusement est de plus en plus vide. Mais tandis que la parole, pour moi,
ça a été l'outil humain fondamental à partir duquel j'ai pu nouer des relations avec autrui. Et au fond, quand je reçois des gens, je leur dis à la fois, je vous propose l'exercice le plus difficile du monde, puisque plus personne ne sait élaborer sa pensée en même temps qu'il l'exprime, mais en même temps c'est le plus simple du monde, puisque vous n'avez à vous encombrer que de vous-même, avec votre esprit, votre vocabulaire, votre pensée, votre culture, et donc allez-y, faites de votre discours un élan de vie, une coulée d'existence, et impressionnez favorablement de toute manière. Avec ma méthode, vous n'ennuierez jamais, alors que combien de discours de gens infiniment doués sont ennuyeux comme la pluie, tout simplement parce qu'ils n'offrent pas leur spontanéité et leur liberté dans l'espace. La parole, c'est fondamental. Je parle donc je suis, et bien sûr, encore une fois, ça a été, Proust parlait des idées succédanées des chagrins. Moi, je peux dire que la parole a été le succédané de toutes mes impuissances. Est-ce que vous pensez que justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la cour d'assises est un lieu de pouvoir pour celui qui maîtrise la parole, le pouvoir d'emporter une conviction, parfois quasiment de façon irrationnelle par rapport à ce qu'il y a dans un dossier, c'est-à-dire qu'un grand avocat, un grand ténor peut retourner, grâce à cette parole maîtrisée dans tous ses aspects, justement une conviction et emporter un jugement. D'abord, je crois qu'il ne faut pas exagérer l'omnipotence d'une parole exemplaire, mais elle existe. Mais il faut être, en même temps qu'on est conscient de la responsabilité qui est la sienne lorsqu'on peut s'appuyer sur un verbe qui n'est pas trop médiocre, eh bien, il faut être très attentif au vertige dont on pourrait être victime. Et votre question très fine me renvoie à certaines sensations que j'ai éprouvées dans certaines affaires, surtout pour l'avocat général qui à Paris fait toute la session. Je me disais, si je ne suis pas attentif à mon pouvoir, je pourrais parfois, devant certains jurys, les entraîner vers des paysages totalement presque scandaleux à force de démesure. Et il faut garder les deux à la fois. Il faut garder les deux et surtout être imprégné, mais c'est fondamental, par une totale modestie. C'est-à-dire qu'on n'est jamais un personnage, on est toujours, au fond, un professionnel. Rien ne m'a plus déplu dans la vie que de voir auditeurs de justice, jeunes magistrats ou magistrats confirmés, des personnalités peut-être pas médiocres en elles-mêmes, se prendre à la vitesse grand V pour des institutions et couper tout rapport authentique avec ceux qui méritaient la justice. Alors Philippe Bilgère, cette parole, vous ne l'avez pas simplement exercée, j'allais dire, dans les cours d'assises ou dans les salles d'audience. Vous l'utilisez aussi abondamment à l'extérieur, et puis d'ailleurs sur des supports extrêmement modernes. Vous participez à beaucoup d'émissions, parfois même des émissions où on ne vous attend pas. Vous êtes un blogueur aussi, mais ça c'est plus de l'écrit. Mais vous êtes quand même un homme de médias. Cette parole que vous avez utilisée en dehors justement de l'univers judiciaire, est-elle la même ? Alors, pardon, mais vous avez raison, je ne dis pas que votre vision est inexacte. Je ne crois pas être un homme de médias. Je veux dire par là que je n'aime pas les médias la plupart du temps. Ce qui est vrai, c'est que, bien sûr, quand on a la chance de vivre, on peut ou bien s'abandonner à une sorte de modestie d'effacement, pratiquer de manière clairvoyante, professionnelle son métier, ou bien on peut avoir la présomption de penser que ce qu'on va dire ou ce qu'on va écrire peut avoir une petite importance. Et en ce sens-là, à partir du moment où je n'ai pas décidé de me suicider, j'ai pensé que j'avais le droit, en ayant parfaitement conscience de mes limites,
de m'abandonner, comme vous le dites très bien, à tous les modes d'expression. Certes, j'aurais pu demeurer aussi dans une abstention totale, mais qui pourrait nier la richesse, par exemple, de Twitter lorsqu'il est bien utilisé? Qui pourrait discuter la richesse d'un blog lorsque tous les 2 jours, il vous oblige à rythmer et à structurer votre pensée? Qui pourrait nier la richesse d'un livre quand il ajoute une plénitude à Twitter, au blog ou à toutes les émissions médiatiques? Donc, vous voyez, j'admets bien volontiers qu'il y a chez moi un désir d'expression. Et encore une fois, avec probablement ce narcissisme inévitable de quelqu'un qui pense qu'il n'est pas inutile qu'il ajoute son petit écho à l'édifice général de la communication. Mais je ne suis pas fanatique de la manière dont les médias d'aujourd'hui, dans tous les registres, pratiquent leur beau métier démocratique, au moins dans son essence. C'est vrai, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de paroles parce que vous avez créé cet institut, mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est Philippe Bilger, c'est l'écrivain. L'écrivain, parce que paradoxalement, vous avez créé un institut de la parole, mais pour moi, vous êtes d'abord un écrivain. Vous êtes quelqu'un déjà qui pose sa pensée par écrit. Je fais bien la différence entre quelqu'un qui est un écrivain et un écrivain. Je pense que vous êtes un écrivain. Vous avez écrit de nombreux livres. Vous en écrivez peut-être encore. On en reparlera. Et je voudrais, dans cette multitude de livres que je ne vais pas reprendre, vous parler d'un seul livre qui m'a semblé intéressant et peut-être dire beaucoup de choses sur Philippe Bilger. C'est 20 minutes pour la mort. Ce livre, qui est le livre qui est l'histoire d'un procès expédié, me semble assez marquant et résumer aussi toute la richesse, toute la complexité, toute la manière dont vous avez abordé à la fois votre métier et peut-être explique aussi que toute la façon dont vous avez incarné pendant votre vie, votre métier de magistrat, prenait sa source, peut-être, dans ce désir de réparer une injustice. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est vrai que le 20 minutes pour la mort, puisque vous avez la gentillesse d'y faire allusion, ça a d'abord été une manière pour moi de purger un lien avec un romantisme fiévreux et sulfureux de ma jeunesse, avec cette passion pour les écrivains maudits, fusillés ou suicidés de Rieux-La Rochelle, Braviac. Et puis il m'a fallu du temps pour que je comprenne que la manière dont je pratiquais la cour d'assises, avec ce mélange de rigueur, de sévérité et en même temps d'absolue compréhension pour l'accusé, ne désirant jamais ajouter une sorte de contrainte supplémentaire à celle que l'appareil officiel prodiguait déjà, venait tout simplement, et vous l'avez très finement perçu, du fait que, bien sûr, j'ai toujours considéré que mon père avait été injustement condamné et qu'il était présent, au fond, dans cette cour d'assises, où même quand l'accusé avait commis le pire, je le considérais toujours d'une certaine manière comme un réprouvé. Et à l'égard du réprouvé, on peut requérir, pour des crimes atroces, la réclusion criminelle à perpétuité. Ça n'est pas contradictoire, mais ça m'expliquait une démarche qui a toujours été, j'espère ne choquer personne, de respect, de courtoisie et d'urbanité avec l'accusé, même le plus malfaisant qui soit. Parce que tout simplement, ma seule obsession était de faire surgir la vérité de lui. Je vais vous provoquer, Philippe Bilger, vous provoquer et vous repousser encore plus loin dans vos explications, si vous le permettez. Vous dites d'ailleurs à la fin, je crois, de l'introduction de ce livre, « Justice n'est pas faite ». C'est très lourd comme expression. Et finalement, ce livre est très dur, si on sait le lire entre les lignes, pour la magistrature, qui à un moment donné a été aussi un peu aux ordres du politique, a rendu une justice expéditive,
Il y a toute cette ambivalence, toute cette ambiguïté. 6 heures pour rendre un verdict pour la mort. Toute cette critique sous-jacente de ce que l'on ne voudrait jamais avoir quand on est jugé, n'est-ce pas peut-être au fond cette idée que les juges également doivent passer au tribunal du grand matin, eux aussi, avoir cette distanciation, cette humilité que vous prônez par rapport à ceux qui jugent? D'abord, en effet, un délibéré de 20 minutes, donc dans une période historique très particulière, bien sûr, je crois qu'à la fois le magistrat et plus largement tous les professionnels de pouvoir et d'autorité devraient mêler en eux à la fois l'aspiration à l'idéal. On ne peut pas se qualifier de magistrat si on ne désire pas atteindre dans chaque minute de sa vie les cimes. Et on sait qu'on ne les atteint pas, mais il faut tenter d'y aller. Et d'autre part, une volonté obstinée de comprendre autrui, je le disais tout à l'heure, de raccommoder les destinées humaines, de faire le moins mal possible ce métier, de sortir de l'arrogance pour aller vers de la compréhension qui n'est pas de la mièvrerie, ne pas croire que la lenteur est forcément de la bonne justice, et vous le dites très bien, avec la nécessité de porter sur soi un regard d'incertitude, de doute, de questionnement, mais qu'on m'entende bien, ça n'est pas le magistrat dont rêveraient les avocats qui ne sauraient jamais trancher, mais un magistrat tout simplement qui irriguerait son esprit et son intelligence avec ces vertus-là qu'on a, j'ose le dire, que par une culture générale dont malheureusement les jeunes magistrats ont oublié l'existence. Et c'est un grand drame, parce que je crois que magistrat, avocat ou autre métier, on ne devient paradoxalement un maître dans sa fonction que par des chemins détournés de celle-ci. Philippe Bilger, vous aimez la poésie, vous aimez la littérature, vous aimez les arts, vous êtes un homme plein d'humanité et irrigué par ces humanités. Finalement, ces poèmes de Fresne que vous connaissez, il y en a un qui a retenu en tout cas mon attention, c'est Le Jugement des juges. C'est un poème magnifique. Est-ce que vous permettez que je vous donne quelques extraits? Bien sûr. Car avant même de juger le criminel et l'innocent, ce sont les juges tout d'abord qu'il faudra bien que l'on rassemble, qui sortiront de leur tombeau du fond des siècles tous ensemble, sous leurs galons de militaires ou leurs robes couleur de sang, les colonels de nos falots, les procureurs dont le dos tremble, ils seront à leur tour aussi à la barre du jugement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je vais non pas vous contredire, mais je voudrais montrer l'évolution que j'ai vécue par rapport à ces poèmes qui ont enchanté ou endeuillé ma jeunesse, si j'ose dire. Aujourd'hui, je crois que le problème pour la magistrature et pour la justice n'est pas de battre sa coulpe, n'est pas de se vautrer avec une sorte de volupté masochiste dans ces magnifiques textes qui renvoient la magistrature à sa finitude, finalement, et à ses limites. Le défaut fondamental de la magistrature aujourd'hui, c'est qu'elle est passée sous la table démocratique. Elle n'a pas besoin en permanence qu'on lui rappelle qu'elle n'est pas parfaite. Si elle n'est pas capable de le comprendre toute seule, c'est dramatique. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut exiger d'un pouvoir politique, de la démocratie et d'elle-même, c'est qu'au contraire, elle soit fière de ce qu'elle est, de ce qu'elle accomplit. Ça n'est pas contradictoire avec toutes les transgressions qui mériteraient parfois un sort disciplinaire. Mais je crois qu'on n'a pas besoin aujourd'hui du jugement des juges, on a besoin du jugement positif des citoyens sur les juges. Et ça, c'est une tâche considérable. Et malheureusement, nous n'avons pas toujours eu les gardes des Sceaux capables de susciter un tel élan
par l'exemplarité, l'intelligence et la conscience. C'est ça peut-être le fait de la magistrature d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus de lumière pour la gouverner, ou alors peut-être des magistrats infiniment humains, très remarquables, et je le dis sans ironie, pour une fois, le meilleur magistrat de France est en même temps le plus grand. Mais le premier président Bertrand Louvel n'est peut-être pas l'entraîneur d'hommes ou de femmes dont la magistrature aurait besoin. Donc, il faut qu'elle sorte de la vanité qu'elle a, il faut qu'elle sorte du masochisme qu'elle répète jour après jour pour entrer dans le désir de correspondre à l'image qu'on attend d'elle. Le citoyen, il attend beaucoup de la justice. Il serait peut-être temps que les magistrats considèrent qu'ils doivent aussi y mettre un peu du leur. Philippe Bilger, merci pour ce magnifique message d'espoir qui démontre à ceux qui ne l'avaient pas encore compris que vous n'êtes pas un homme tourné vers le passé, mais un homme tourné vers l'avenir. Et en parlant d'avenir, d'ailleurs, je crois, pour revenir au temps présent, que vous êtes en train d'écrire un livre, un monologue sur un homme d'État très connu. Est-ce qu'on peut en parler ? Vous êtes extrêmement gentil de me permettre une promotion honorable. Le 15 septembre est sorti un livre qui s'appelle « Moi, Emmanuel Macron, je me dis que ». J'ai un jour, tellement j'en avais assez des analyses politiques, au fond j'ai une détestation du journalisme politique qui est trop souvent un métier qui dit des banalités par des spécialistes autoproclamés. J'ai voulu me mettre dans l'esprit, avec toute la modestie qui va avec, entendons-nous, dans l'esprit d'Emmanuel Macron pour constituer, écrire un monologue qui évoquait sur tous les plans ces 3 premiers mois de présidence. Je me suis dit que ça valait autant que de faire des interprétations médiatiques sur ses propos, sur ses actes, quitte à la faire, eh bien, très immodestement, je me suis mis dans sa peau et dans son esprit, et il sortira le 15 septembre aux éditions du Cerf. Nous le lirons avec enthousiasme. Alors, Philippe Bilger, donc magistrat, entrepreneur, blogueur, écrivain, c'est aussi quelqu'un qui a un sens très développé de l'amitié, je crois. Mais pour reprendre un peu une expression facile, je dirais que Philippe Bilger, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Vous avez aussi une personnalité clivante. J'aimerais qu'on parle de ça, si vous acceptez. Oui, bien sûr. D'abord, votre rapport à l'amitié. Je dirais que Philippe Bilger, c'est aussi l'ami des avocats. Ça peut surprendre, dans la mesure où on ne trouve pas beaucoup de magistrats autour de vous, ni pour écrire, ni pour collaborer. Par contre, on trouve des grands avocats. Vous rendez même un hommage magnifique à Thierry Lévy dans un de vos livres. Vous dites Thierry Lévy qui comprend tout et n'a peur de rien. Je crois que ça résume un petit peu votre idéal. Vous êtes admiratif des avocats. J'aimerais que vous nous en parliez, vous nous disiez pourquoi. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup de magistrats. Est-ce qu'il y a aussi des magistrats? Oui. Alors, ami d'avocat, sans doute pas, mais c'est vrai que j'ai quelques admirations judiciaires sur des avocats qui peuvent être des amis, mais que je pouvais apprécier même si j'étais totalement en désaccord avec eux. Éric Dupond-Moretti, je ne sais plus s'il se considère comme mon ami, je ne suis d'accord avec rien sur lui, mais c'est quelqu'un dont je ne méconnais pas le talent, l'ampleur et l'intelligence. Thierry Lévy, vous avez eu la gentillesse de citer cette dédicace et malheureusement il est mort. Jean-Yves Le Borne est un très grand avocat, Hervé Temim, bien sûr, mais je les ai trouvés souvent plus libres, moins corsetés que les magistrats. Alors, parmi les magistrats, il y en a, j'ai connu tout de même
parfois aux assises des présidents que j'appréciais. J'ai connu un grand procureur général il y a longtemps, Pierre Truche, qui a eu la gentillesse de me laisser vivre et de me laisser penser. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal avec la magistrature dans la mesure où moi-même j'ai dû combattre en permanence une tendance de mon être qui déteste les groupes, les groupements, les collectifs, la familiarité, la grande famille judiciaire. Je n'y crois pas une seconde et bizarrement j'ai mêlé une forme d'extrême timidité qui a pu passer à peut-être une sorte de sûreté de soi, qui a pu passer pour de l'arrogance, d'où le reproche de vaniteux qui m'a souvent été reproché, alors que la vanité est sans doute le défaut que j'exècre le plus. Vous avez aussi des ennemis chez les avocats. Il y en a aussi des grands avocats qui ont pris des positions contre vous. Vous en avez souffert, vous les comprenez? Alors, il faut comprendre, je crois être très libre et infiniment tolérant dans le débat intellectuel. C'est-à-dire que pour moi, une idée, c'est ce qui peut et doit être contredit. Autrement dit, je n'ai aucun problème lorsque la relation est vigoureuse et que sur le plan judiciaire, sur le plan intellectuel, sur le plan politique, il y a des antagonismes. Pour vous montrer à quel point, tout de même, je suis un être qui n'est pas aussi entier qu'on le prétend, dans ma vie, depuis maintenant plus de 50 ans de joutes de toute nature, il n'y a qu'un avocat que je ne puis voir physiquement, que je ne veux plus rencontrer. Parce qu'il y a une certaine... ça n'est pas le lieu d'en parler ici, et donc tous les autres, avocats, magistrats, politiques, je suis même très friand de la pensée contraire des autres, et ça montre que j'aime parfois tellement le débat que je me demande si je suis capable accessoirement de penser, je veux dire par là que j'aime tellement l'échange contradictoire des paroles que je crois que je me satisferais volontiers d'être un participant à un débat plutôt que d'être un créateur de systèmes que je ne suis pas d'ailleurs. Philippe Bilger, on pourrait dire finalement de vous que vous avez un peu la liberté comme étendard et toutes ces critiques, peut-être parfois ces inimitiés qui font de vous un personnage clivant. Pensez-vous pas que finalement c'est le prix à payer, le prix de la liberté, et que c'est tout à fait normal? C'est tout à fait normal. Si vous me permettez, là, une véritable anecdote. J'ai un ami, Michel Onfray, qui, avec une surface médiatique et intellectuelle intense, ne comprenait pas, en quelque sorte, que cette liberté qu'il se donnait devait avoir pour rançon la liberté des autres. Ça, je l'ai toujours compris. Et j'éprouve même une sorte de volupté, par exemple sur mon blog, à publier les commentaires qui sont les plus désagréables à mon encontre, parce que je considère que c'est une rançon légitime et honorable. Mais pour le reste, bien sûr, c'est parce que je ne porte pas au nu une majorité de gens que je suis capable d'amitié intense, d'admiration véritable et de confiance à l'égard des quelques-uns qui me permettent de considérer que l'humanité n'est pas aussi laide que je le pense puisqu'ils existent. Pour être totalement, j'allais dire, intrusive, vous avez le droit de ne pas me répondre. Finalement aussi, Philippe Bilger, les critiques qu'on vous adresse sur votre narcissisme, peut-être sur cette volonté d'être mis en lumière, d'être admiré, est-ce que vous vous y reconnaissez? Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est un défaut? Est-ce que vous vous y reconnaissez pas du tout? Est-ce que vous pensez que ce sont des critiques injustifiées? D'ailleurs, on vous voit en photo pratiquement
sur toutes les éditions de vos livres. Pourquoi ? Ça n'est pas de mon fait, mais je ne récuse pas la question. Ça n'est pas de mon fait. Et combien de fois j'ai lutté contre le désir des éditeurs de mettre... Mais c'était en quelque sorte en tant qu'avocat général que j'écrivais mes livres. Et à chaque fois, à cause de la radio ou de la télévision, la photographie était centrale. Mais je récuse, mais en même temps... C'est une critique qu'on m'a souvent faite, le narcissisme et la vanité. C'est-à-dire que paradoxalement, il faut bien voir le mélange détonnant qu'opère au sein d'une personnalité l'alliance d'une extrême timidité avec la certitude que le seul domaine où elle peut tenter d'exceller, c'est dans la liberté de pensée et d'expression, avec parfois les outrances qui vont avec. Alors essayons d'imaginer la timidité mêlée à cette certitude que la liberté d'expression et la capacité d'exister sont fondamentales. Eh bien, ça donne l'impression sans doute d'un narcissisme. Et imaginez tout ce que je refuse pourtant, mais qui n'a rien à voir avec la vanité, me semble-t-il. Mais je ne méconnais pas l'impression que je peux donner, mais c'est probablement le reproche le plus exaspérant et qui me touche le plus, parce que c'est aux antipodes de moi-même. Comme si le simple fait de vouloir exister vous constituait dans notre monde médiocre ou frileux comme un vaniteux. On a le droit d'exister. Exister, c'est insister, comme disait cet homme dont on a oublié qui il était. Et donc, j'ai parfois envie de dire « Pardonnez-moi, je vis encore ». On vous pardonne. Philippe Bilger, pour rester et finir sur cet aspect-là, pensez-vous finalement, au regard de tout ce que vous venez de nous dire, que la liberté de penser et d'exprimer sa pensée, je dis bien les deux, est en recul? Clairement. La liberté d'expression étant, malgré les hommages formels qu'on lui rend, est en recul en France. C'est trop long, mais parce que précisément, ceux qui violent la liberté de penser sont ceux qui en permanence vous donnent la fameuse décision de la Cour européenne qui dit qu'il faut accepter la liberté même des pensées contraires aux siennes, mais ils ne l'appliquent jamais dans leur quotidienneté. Et pourquoi ? C'est que tout simplement, on a aujourd'hui une conception perverse à force d'être moralisante de la liberté de chacun. C'est-à-dire qu'on ne se demande plus si ce qu'on dit ou ce qu'on écrit est vrai ou faux, mais si c'est décent ou pas. Il faut que nous payions notre dîme aux autoroutes de la pensée qui sont tenues par un certain nombre de maîtres ou prétendus tels, d'intellectuels. On n'a le droit de parler que s'ils donnent le quitus. Moi, j'ai jamais pu me soumettre à ces fourches caudines. Alors, je ne surestime pas mon importance, mais rien que ça, apporter ma petite étincelle dans l'immense conglomérat où les pensées libres généralement sont étouffées ou censurées, je considère que ça pourrait presque constituer un petit destin pour moi. Est-ce que Philippe Bilger rentre en résistance ? Non, parce que je ne suis pas un intellectuel de gauche. Et entendons-nous bien, la résistance est un trop beau concept qui a été tellement démontré de manière magnifique dans le sang que je n'irai pas l'utiliser pour des combats où on n'y risque littéralement rien. Et c'est pour cela que je ne comprends pas la lâcheté intellectuelle. Passons aussi à un autre aspect de votre personne, ce sera le dernier. On aimerait en savoir beaucoup plus maintenant sur l'homme, sur le père, le mari d'abord peut-être, le père. Philippe Bilger, peut-il nous parler un petit peu de quel père il a eu, quel père il est, quel époux il est, et puis aussi s'il est un séducteur, parce qu'il a aussi beaucoup d'admirateurs. Est-ce que Philippe Bilger est un mondain? Est-ce que Philippe Bilger est un solitaire? Je suis
malheureusement, je déteste la sociabilité et pourtant, très souvent, on m'y voit. C'est un paradoxe. Ensuite, un séducteur, absolument pas. Je rassure, je ne suis pas un bourreau des cœurs et ça tombe bien puisque je suis passionnément amoureux de mon épouse que j'ai rencontrée en 91 et bien sûr la mère de mes 6 enfants existe par ailleurs et mes enfants ont été, je dirais, la richesse, l'une des 2 richesses fondamentales de mon existence. Ils sont formidables, pardon d'être banal, mais c'est capital. Et donc, j'ai trouvé, depuis que j'ai rencontré mon épouse en 91, quelque chose de très rare. J'ai toujours pensé que la passion pouvait durer et que la quotidienneté ne la détruisait pas. Mais il fallait que je trouve un être qui me permette de le démontrer. Ça a été fait, et donc... pas séducteur du tout, ayant découvert le bonheur absolu d'une fidélité consentie, des enfants, une vie intense, exaltée, avec peut-être, je continue à exister, à être un peu trop vivant dans ce cadre-là, mais quelque chose qui ressemble peu ou prou à un bonheur que je croyais inconcevable quand j'étais plus jeune. Pourrait-on dire, en vous écoutant, qu'on a un peu résumé vos valeurs à l'instant? Mes valeurs, je ne serais pas assez présomptueux pour les qualifier de telles. Je dirais en tout cas, ces quelques blocs, ces quelques repères, ces quelques poteaux indicateurs, ces quelques certitudes qui me permettent de dire j'existe. Eh bien, et que la vie vaut la peine peut-être d'être vécue puisqu'elle m'offre par moments et assez souvent la sensation exaltante de me murmurer, même si ma voix de stentor ne me le permet pas souvent, de murmurer que, eh bien, comme disait Stendhal, la vie ne vaut rien, ou je ne sais plus, oui, je crois que c'est Stendhal, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Une dernière question, Philippe Bilger. Vous interviewez des personnes politiques, des personnes connues, peu de femmes, beaucoup d'hommes. Si vous deviez ressusciter quelqu'un pour une interview, ça serait qui? Ah ben, j'aimerais beaucoup Marcel Proust. Marcel Proust. Bien sûr. Voilà. Merci Philippe Bilger. Merci.